La réunion devait être une simple formalité, mais quelque chose ne tourne pas rond. On continue la lecture avec le chapitre 7. Elana. Le mois est passé à une vitesse fulgurante. Le rendez-vous des membres du CSD a lieu dans la capitale, Monagar. Celle-ci se situe presque au centre des terres. Nous décidons d'y aller en train en fin d'après-midi. Le trajet n'a duré qu'à peine 4 heures. Monagar est ce qu'on appelle une grande ville. C'est une métropole toujours illuminée et vivante, de jour comme de nuit. Elle regroupe gratte-ciel et boutiques à perte de vue. Elle offre un contraste important avec les villes qui se trouvent à ses alentours, qui sont restées plus rustiques et plus sobres. Comme bien de grandes villes, elle attire énormément de personnes, quelles qu'elles soient, aussi bien des touristes que des personnes souhaitant changer de vie. Bien qu'elle souhaite donner un aspect chaleureux, elle reste une ville froide où chacun fait sa vie de son côté sans se préoccuper de ce qui se passe ailleurs. Elle est belle, mais sa beauté me donne le vertige, moi qui suis habituée à la petite ville de Katali. Nous sommes arrivés en ville 1 heure avant l'heure du rendez-vous et nous avons décidé de nous séparer à ce moment-là, au cas où les vampires nous observeraient de loin. Je continue cependant de surveiller Chris, qui se rapproche du lieu de rendez-vous. Je décide de me positionner sur un clocher. Oups! C'est tombé. On reprend. J'espère que ça va tenir. J'étais où? Je décide de me positionner sur un clocher, surplombant la ville. À cette hauteur, je dispose d'une vue panoramique parfaite pour observer sans être vue. Le lieu exact de la réunion m'est inconnu. Chris m'a expliqué qu'une fois arrivé à Monagar, des indices repérables uniquement par les membres de l'organisation le mèneraient à destination. Je ne le vois pas distinctement, mais je le suis en écoutant le bruit de ses pas. Il m'a fallu beaucoup d'heures d'entraînement pour être capable d'isoler un bruit en particulier. Mais malheureusement, cela me met en position, j'ai perdu la ligne, en position vulnérable, puisque je perçois moins bien ce qui m'entoure. Après des semaines à perfectionner mes réflexes et mes aptitudes au combat, je me sens invincible. Malgré la réticence de Chris, j'ai apporté avec moi 2 poignards légers et 2 couteaux de lancer que je m'étais procurés il y a longtemps en guise de décoration. Je ne possède pas d'armes à feu, difficiles à trouver sans éveiller les soupçons, et elles sont peu pratiques et moins faciles à dissimuler. Même sans cela, je pense m'en sortir en cas de conflit. Du moins, assez longtemps pour nous permettre de prendre la fuite. Les pas de Chris se font plus lents. Il doit être arrivé à destination. Je me concentre à présent sur ma vue et le distingue assez loin. Il pénètre dans une petite maison à l'écart des axes principaux de la ville, encore animée malgré l'heure avancée dans la nuit. Je ne le distingue plus. Je reporte mon attention sur mon ouïe. Il gravit les marches. Au nombre, je dirais qu'il grimpe au second étage de la bâtisse. Une porte grince. Je pense être à environ 2 kilomètres du lieu où il se trouve. Pourtant, j'entends clairement la voix de 6 personnes. Elles discutent. Je décide de scruter les environs pour repérer d'éventuels ennemis, mis à part quelques badauds allongés dans les coins sombres des ruelles qui cuvent leur soirée trop arrosée. Rien de suspect ne me saute aux yeux. Mon odorat perçoit des odeurs peu familières, des mélanges d'odeurs animales et humaines. Comme me l'a expliqué Chris, il s'agit probablement d'animalus postés dans les environs pour assurer la protection de leurs représentants. Au vu du nombre d'odeurs que je perçois, je commence à me demander si je me tiens assez éloigné pour ne pas être repéré. Par précaution, je décide de reculer encore et m'installe cette fois sur un toit aménagé en jardin. Je me trouve à une hauteur plus basse que celle du clocher, mais je garde tout de même une bonne vision sur la maison. Je m'appuie contre le garde-corps et refocalise mon attention sur la réunion. Un homme a pris la parole. Sa voix ne m'est pas totalement inconnue, puisqu'il s'agit tout simplement de Sullivan Radnir, notre président, qui est aussi le président du CS. Mes chers amis, merci d'avoir fait le déplacement pour cette réunion de crise. Notre prochain rassemblement aurait dû se tenir dans quelques mois.
Mais les circonstances actuelles nous ont poussés à avancer ce délai. Comme expliqué brièvement dans la lettre de convocation que vous avez reçue, nous avons détecté la présence de vampires Mordred au sein de notre territoire. De plus, nous avons également repéré des comportements et des individus menaçant notre régime. Tout cela nous faisant penser à une tentative d'infiltration de la part des Terres du Sud. Nous avons en effet eu vent nous aussi de ces informations par le biais de Sir Yevan, répond une voix grave mais douce, semblable au ronronnement d'un chat. Bon, je suis désolée, je ne sais pas faire une voix semblable à un ronronnement d'un chat. Ouais, je vais essayer. Savons-nous si nous sommes les seuls à subir ces invasions ou les autres continents sont-ils eux aussi concernés? Une nouvelle voix placée aux côtés du président, féminine, prend le relais de Sullivan pour répondre à cette question. Je savais que cette question allait être posée. Nous avons envoyé des messagers chez les Stills et les Vanov afin de savoir s'ils ont eux aussi eu des invasions. Leurs réponses sont toutes deux négatives. Nous avons également envoyé un messager chez les Mordred afin de leur rappeler que chaque entrée sur un autre territoire doit être accordée au préalable. Elle s'arrête, comme si son attention s'était portée sur quelque chose d'autre que la conversation. Puis elle reprend. Mais ce messager n'est pas revenu. C'est une preuve de leur culpabilité. Cette voix-ci est celle de Johan, le deuxième homme au pouvoir. Pas nécessairement. Une voix douce, presque imperceptible à ma distance, prend la parole. Nous savons que les Terres du Sud sont hostiles aux étrangers. Peut-être que le messager a été attaqué avant même d'atteindre le château. Malgré ma concentration sur la discussion en cours, je reste attentive aux alentours de ma position, ce qui me permet de repérer facilement une présence qui se dirige vers moi. Sans trop avoir connaissance des lieux, j'estime que l'individu se situe à 200 mètres à peu près, et impossible de ne pas le reconnaître, même les yeux bandés. Yevan Ragnir, mon créateur. Je sens son odeur aussi distinctement que si j'avais un verre de son sang dans les mains. Il s'approche encore un peu, mais je reste immobile, concentré, afin qu'il ne se doute pas que je l'ai remarqué. Malheureusement, sa présence m'a totalement fait perdre le fil de la réunion. Estimant que le vampire ne serait pas sur moi avant quelques minutes, je scrute les alentours pour m'assurer que rien n'a changé, qu'il n'y a pas de danger. Une fois cette tâche accomplie, je reporte mon attention derrière moi, et je le sens alors tout proche de moi. Je saisis un des poignards en me retournant vivement et le pointe sur lui. Il se stoppe, le poignard à hauteur de son cou. « Que fais-tu ici ?» Son ton est dur, son regard est froid. « C'est comme ça que tu parles à la personne qui tient le couteau sous ta gorge ?» Mon intention se veut aussi inflexible que ses paroles, mais je suis impressionnée par cet homme face à moi. C'est la première fois que je le vois réellement, et surtout que je vois son visage. Mis à part ses yeux dont l'image est gravée en moi, son nez, sa bouche et ses pommettes me sont inconnus, mais étrangement assez familiers. Il a le visage fin, presque féminin sous certains traits. Il s'approche encore plus. Le couteau presse sa glotte, faisant couler un filet de sang le long de sa peau claire. L'odeur qui se dégage de cette plaie est si enivrante qu'il m'est difficile de ne pas succomber. Ce n'est pas toi et ton jouet pour enfant qui pourraient me tuer, mais tu le sais déjà. Il a raison. Tuer un originel n'est pas si simple. Je retire ma lame dessous sa gorge, je la frotte rapidement et la range sous mon manteau. Il se pose à côté de moi sur la rambarde, les yeux fixant l'horizon. Je te repose la question. Que fais-tu ici ? Le ton de sa voix est devenu plus léger. Je suis venu assurer la sécurité de Chris. Avec les derniers événements, il aurait été imprudent de laisser le représentant des humains venir seul. Il se tourne vers moi. Et c'est un vampire qui assure sa protection. Quelle ironie. Mais qui assure tes arrières à toi ? En venant ici, tu es bien plus en danger que lui. Je sais, il m'a déjà prévenu, mais je m'en fiche. Il était hors de question qu'il vienne sans moi. Quelle tête de mule. Déjà, quand je t'ai rencontré, tu ne pouvais pas t'empêcher de te mêler de ce qui te ne regarde pas. Mais là, grâce à une certaine personne, il se trouve que ça me concerne. Ma remarque cinglante le fait se tourner brusquement.
Il s'approche de moi en une fraction de seconde et me colle contre le garde-corps, la main sur le cou, l'autre qui vient bloquer mon bras. Je n'ai pas eu le temps de réagir, que je suis immobilisé. Ceci est loin d'être un jeu ou d'être une de tes histoires fantastiques sur les vampires. C'est la vraie vie. Les dangers sont réels. Tu risques ta vie en te tenant ici. Et pas que la tienne. Il me regarde dans les yeux, son visage à 2 centimètres du mien. Je le repousse de mon bras libre et réplique bruyamment. Ma vie de vampire que je n'ai jamais demandé. Tu aurais préféré que je te laisse mourir? Que je te demande ton avis alors que tu étais incapable de respirer? Il hausse le ton à son tour, m'agrippant à 2 mains par le col de ma veste. L'expression de son visage est triste. Il semble blessé par mes propos. Je ne dis rien pendant qu'il relâche sa prise. Il continue alors plus doucement. Ton regard. Je ne pouvais pas te laisser mourir. Tu m'as agrippé le bras et ton regard me criait de te sauver. Je ne pouvais pas. Il baisse la tête en se tournant dos à moi. Je ne sais pas quoi lui répondre. Moi qui lui en voulais de m'avoir transformé en monstre, je me rends compte que tout cela est le fait de mon instinct de survie. Cette envie de vivre à tout prix l'a poussé à me transformer en vampire, contre ses convictions de ne pas le faire. Alors, pourquoi est-ce que tu viens mourir ici? Dit-il dans un murmure presque inaudible. Cette dernière question ne m'était pas réellement destinée, mais sonnait plutôt comme une requête de sa part, pour que je parte. Malheureusement, je ne peux pas répondre à ses attentes. Je me dois de veiller sur Chris, comme promis. J'approche un peu plus de lui pour m'excuser de mon comportement, quand un bruit au loin se fait entendre. Nous nous retournons en quinconce vers l'origine du bruit et remarquons alors qu'il y a du grabuge au niveau du lieu de la réunion. Yévan s'élance sans attendre son dû, en me criant de rester où je suis. Je ne l'écoute pas, bien sûr, et je me jette à mon tour vers le bâtiment où se trouvent les membres du CSD. J'arrive près de mon créateur quelques secondes après qu'il ait poussé la porte du rez-de-chaussée. Il ne me réprimande pas malgré son regard noir. Nous nous précipitons au second étage de la maison, quand des bruits de combat viennent à nos oreilles. Nous pénétrons alors dans la salle de réunion. J'observe la scène afin de repérer Chris parmi ce capharnaüm. Je reconnais quelques visages, dont ceux des Radnir, mais aussi ceux des badauds que j'ai aperçus plus tôt en inspectant les alentours, et dont je ne me suis pas méfié. À ce groupe d'assaillants se mêlent aussi des hommes à l'allure animale, dont je pensais qu'ils assuraient eux aussi la sécurité des lieux. Il semblerait que les ennemis du CSD aient plus d'alliés que prévu, et des plus étonnants. Après avoir localisé les ennemis et esquivé quelques meubles jetés de part et d'autre de la pièce, je retrouve Chris recroquevillé derrière une table, placée comme bouclier. Des grognements de fauves et des bruits de tirs d'armes à feu résonnent dans la pièce minuscule, masquant mon arrivée auprès de lui, et le faisant sursauter. Il est accompagné d'une petite créature, pas plus grande que ma main, qui flotte à ses côtés. Je n'ai pas le temps de m'extasier sur cet être merveilleux. Mon seul but est de sortir Chris de ce bourbier. « Est-ce que ça va? Tu n'es pas blessé? »« Non, non, je n'ai rien, » me répondit-il. C'est mieux. Les autres ont senti l'attaque arriver et m'ont jeté à l'écart. Je me sens totalement inutile. Tu es encore en vie, c'est le principal. Je lui prends la main. Surtout, tu ne me lâches pas, on va sortir. Je me redresse et m'engage vers la porte en le traînant à ma suite. Le petit être a déjà disparu sans que je ne le remarque. Nous réussissons à nous faufiler, tant bien que mal, entre les différents combats qui ont lieu sans nous faire repérer. Alors que nous arrivons enfin devant la sortie, une silhouette nous bloque le passage. Il s'agit d'une femme, à l'allure longiligne, ressemblant fortement à Yévan. Il n'y a pas de doute concernant son identité. Mon chef se place alors entre nous. Nous voulons juste sortir d'ici. On ne fait que vous gêner. Toi, tu peux sortir, mais elle reste, grimace-t-elle. Elle n'a pas daigné jeter un regard sur l'homme devant elle, continuant de me fixer sans sourciller. Je ne détourne pas les yeux de cet obstacle. Bien que le combat soit à notre avantage, le risque pour Chris est encore élevé. Je n'ai pas le temps pour des explications maintenant. Je me décale pour me positionner face à elle. J'ouvre la bouche pour parler, quand j'entends 3 coups de feu, suivis d'un cri. Je fais volte-face vers la source de ce cri, et j'aperçois 3 balles se loger dans le corps de Chris, sans avoir eu le temps de réagir. 2 des balles se sont plantées dans la poitrine, la dernière a atteint l'abdomen. Il s'effondre, lentement, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Il tombe sur le plancher. L'impact résonne dans mes oreilles.
Je me jette à ses côtés et le maintiens dans mes bras. Il perd énormément de sang, bien que je comprime les plaies. L'odeur de son sang envahit chaque parcelle de ma peau, mais j'ai tellement peur que cette fragrance si alléchante ne m'attire plus. Ça va aller. Tiens bon, Chris, ça va aller. Regarde-moi. Ne ferme pas les yeux. On va demander à Yevan de te transformer, hein. Tu peux pas mourir, pas ici, pas comme ça. Yevan! Je hurle à plein poumon pour attirer l'attention du seul vampire que je connais, mais je n'obtiens aucune réponse. Je lève la tête en direction de la sœur d'Yevan, encore près de nous, mais elle ne bouge pas, les bras croisés sur la poitrine. Elle observe ce qui se passe dans la pièce. Voyant que je n'aurai aucun secours de sa part, je cherche Yevan du regard. Il est actuellement en plein combat contre un tigre de 2 fois sa taille. J'aspire un grand coup pour l'appeler de nouveau, quand je sens que l'on me tire le bras vers le bas. Chris approche mon oreille de sa bouche pour me parler. Il articule difficilement. Non, Elana, je, je suis un humain et je veux mourir en tant que tel. À quoi m'auront servi mes convictions si j'y renonce au moment le plus crucial? On meurt tous un jour. Je n'ai aucun regret, à part celui de te quitter. Ses yeux se ferment sur ces dernières paroles. Son cœur s'alourdit avant de tomber hors de mon étreinte. Il ne respire plus. Son cœur ne bat plus alors que le mien se met à accélérer. Mon sang afflue dans mes tempes, faisant bourdonner l'ensemble de ma tête. Une rage folle bondit au fond de moi. J'entends de nouveaux coups de feu au milieu du brouhaha qui sévit dans mon esprit. Sans même m'en apercevoir, j'ai laissé le corps sans vie de Chris et je me jette sur le porteur de l'arme à feu. Je ne le distingue pas vraiment. Ma vue est brouillée entre ma haine et mes larmes. Mes crocs sont sortis, prêts à venger mon ami. J'attrape l'homme devant moi par le cou, le soulève au-dessus de ma tête d'un seul bras et me saisis d'une de ses jambes, de mon autre main. D'un coup sec et sans hésitation, j'arrache sa jambe du reste de son corps. Il hurle à la mort. Le sang de son artère iliaque gicle partout. En à peine 3 secondes, il se vide des 5 litres de son sang, dont il est composé. Je balance les parties de son corps au sol. Je me retourne vers une autre proie et lui brise la nuque. Le cadavre n'a pas encore touché le sol, que je suis déjà sur le dos d'un autre pour le massacrer. Je suis à l'affût de nouvelles cibles pour étancher ma soif de sang quand je remarque la présence d'un individu essayant de me prendre à revers. Je me pivote pour me retrouver face à lui en lui plantant mon poing droit dans l'estomac. Ma main traverse sa peau et ses viscères. Sans la retirer de l'intérieur de son corps, je lance ma main libre vers son visage. Il la bloque sans problème et me tire pour me coller contre lui. En maintenant toujours ma main dans la sienne, il pose ma tête contre son torse. Je sens une légère odeur familière. Peu à peu, je reprends mes esprits. Mes yeux embrumés se dégagent et je reconnais enfin le visage de Yevan au-dessus du mien. Voyant que je me suis apaisée, il lâche ma main et pose alors la sienne dans mon dos. De l'autre, il retire ma main de son abdomen en grimaçant légèrement. Je baisse les yeux sur mes doigts couverts de liquide écarlate s'écoulant de sa plaie, en me remémorant mes actions. Je panique à l'idée de l'avoir blessé. Il le ressent et resserre son emprise. Calme-toi, c'est terminé. Ces mots rassurants qu'il dit depuis le début, je ne les entends qu'à présent. Repose-toi maintenant. Un coup violent me tombe sur la nuque, me faisant sombrer dans les ténèbres. Je ressens mon corps se soulever avant de sombrer dans le néant. Et ouais, je sais ce que vous vous dites. Et ouais, j'ai essayé de retenir, hein. J'ai retenu les larmes. Mais j'ai les yeux humides là, ça se voit. Mais ouais. Mais non. Mais si. Que dire de plus? Fin du chapitre 7.